travaillé le sujet ensemble. Il m'a éclairé sur en thérapeute sur qu'est-ce que j'observais, soit à titre personnel, soit au sein de mes collègues. Et j'ai essayé de répartir en trois grandes étapes nos travaux. Après, s'il y a des définitions, Fabien va m'aider, ou me compléter, ou me corriger. Donner des exemples aussi. Voilà. Voilà. Donc, les trois étapes, la première, c'est d'écrire quelles sont les causes de déséquilibre au travail, puisque, en fait, j'ai observé que dans les métiers particulièrement numérisés dans lesquels nous sommes, il peut y avoir des déséquilibres. En deuxième partie, quels sont les effets, les causes, les effets. Ensuite, la troisième partie, la remédiation grâce à l'Ayurveda, et toujours les rappels de prévention grâce à la Dinacharya que vous connaissez, la routine de vie ayurvédique. Alors, je vais essayer avec vous de passer en revue qu'est-ce qui peut nous déséquilibrer, même si on a certainement des métiers qui ne sont pas reconnus comme pénibles, parce que des métiers informatisés, des métiers numérisés, c'est des métiers souvent face à des ordinateurs, et donc qui sont censés être sédentaires, donc finalement pas pénibles. Où le physique n'est pas sollicité, mais le système nerveux est très sollicité. C'est ce qui fait une ambiguïté dans le fonctionnement de l'organisme, puisqu'il y a une grande partie qui reste statique, immobile, et alors qu'il y a une excitabilité dans le système nerveux. Exactement. Ce n'est pas perçu comme étant fatigant ou pénible dans les critères de fatigabilité de travail, conditions pénibles physiques, mais le système nerveux, lui, est fatigué, ou en tout cas est en état de pénibilité. Exactement. Et même du point de vue physiologique, le fait d'être assis et figé avec le regard fixé sur des écrans pendant des heures, en fait, va induire des blocages au niveau de l'équilibre de nos doshas. Donc on a essayé de voir quels étaient les doshas et sous-doshas impactés. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais ça c'est justement la deuxième partie. Quels sont les doshas impactés et comment en fait, qu'est-ce qui se passe en nous, concrètement. Donc j'essaye d'étoffer les causes de perturbations liées au travail, un travail numérisé. Tout d'abord, nous sommes souvent dans des open space. Nous sommes dans des environnements secs en fait, parce que climatisés ou chauffés, ça va dépendre de la saison. Mais donc ça finalement va induire une circulation d'air, mais pas de l'air bien oxygéné. Donc de l'air souvent où on se passe les microbes, etc. Avant même qu'on arrive au travail, on peut avoir aussi des contraintes d'embouteillage ou de transport bondé, donc ça fait aussi partie de notre temps de travail, faut le savoir. Donc ça induit des déséquilibres, des déséquilibres quand on dit que Vata augmente. Tout ce qui est mouvement, c'est Vata. Donc en fait, le transport augmente Vata. On est dans une période d'hypercommunication, donc nous avons tous à peu près une boîte mail, parfois même un téléphone mobile du travail. Le fait d'être connecté à Internet, donc d'aller chercher de l'information dans notre travail, à la fois ça nous facilite notre travail, mais à la fois on est en obésité d'information, infobésité. Et donc ça augmente aussi, on a toujours notre capacité de comprendre, donc notre pitta qui est stimulé, mais bon, on a des limites. On peut aussi être dans le travail confronté à des contrariétés, vivre des stress émotionnels avec des changements dans les équipes, etc. Donc il faut arriver toujours à s'équilibrer, à gérer à la fois ces aspects interpersonnels et d'organisation. Dans des études une étude qu'a fait la DARES,
ça dépend du ministère du Travail, elle a été éditée en juin 2018, c'est des gens qui étudient le côté informatisé du travail sur le long terme. Donc il y a des graphes où ils ont des chiffres par rapport à la population française, et donc ça augmente en permanence. Et donc ils ont bien interviewé les gens pour leur demander s'ils étaient non connectés, utilisateurs mobiles, utilisateurs peu intensifs, modérés ou intensifs. Donc en fonction de ça, ils décrivent très bien dans cette étude le stress, en fait, à la fois le fait que les gens, en fait, du fait du numérique, pensent aussi à leur travail beaucoup plus au-delà des heures purement de travail. Donc ça veut dire que ça déborde sur leur sphère privée, en fait. Il y a beaucoup plus ce phénomène de débordement du travail sur la sphère privée, d'où après la loi sur la déconnexion. Mais il faut bien réaliser que nous sommes une génération, l'informatique c'est arrivé dans les années 80, ça se déploie, il va y avoir la 5G, plein d'objets connectés, etc. En fait, du point de vue de l'évolution de l'être humain, ça nous arrive vraiment en pleine face. En plus, il y a quand même, voilà, il faut le dire, tout un discours ambiant très très positif à l'égard de toutes ces technologies. C'est très positif, mais simplement il faut savoir que nous, c'est à notre génération d'avoir à gérer ces nouveautés, et que on a besoin peut-être d'avoir recours à ce qu'est l'équilibre de la connaissance ayurvédique, qui date de plusieurs millénaires, pour arriver à y faire face déjà dans notre équilibre individuel, si on a des enfants à s'occuper, si on a des collègues juste par altruisme, ou alors des gens à manager, donc pour justement qu'ils tiennent sur le long terme. C'est ce que j'appelle la résilience humaine, on travaille beaucoup dessus, c'est-à-dire que des gens puissent continuer un travail jusqu'à la retraite sans se sentir épuisés, sans terminer par un burn-out ou avoir l'obligation presque physique de changer de job. Donc, donc ces causes-là, je peux encore en citer d'autres, l'irrégularité des repas par exemple, ou des repas inadaptés, donc pas selon ce qui est bon pour vos constitutions de naissance, ou qui sont pris dans le bruit trop vite, ou bien en gérant du travail, on regarde un mail, en fait ça nous bousille la digestion parce qu'on était stressé à avoir lu ce mail, ou des choses comme ça. Donc comme toi tu m'expliquais qu'en fait quand on est en situation de travail tout en mangeant, par exemple même avec un client, et en fait il y a un enjeu fort, en fait vos viscères elles sont tendues. Toi tu le décris très bien cette histoire de oui, c'est-à-dire qu'au moment de l'ingestion, qui va être un moment de travail au niveau des viscères, c'est-à-dire un moment où le feu digestif est très sollicité, si dans un même temps on est en fait en focalisation et en effet de travail, c'est-à-dire il y a un système nerveux qui doit être en alerte pour une communication, pour une réception et une communication, en fait il y a deux travails en même temps qui se font dans un même organisme. Donc à un moment donné, il y en a un qui va en pâtir. Soit on n'est pas totalement alerte à ce qui est dit et en bonne réceptivité ou en bonne communication parce que il y a des fonctions organiques qui prennent, on va dire, l'énergie qu'elle doit être pour la digestion, soit on est très alerte sur le système nerveux dans la communication et la réception, et le digestif va en pâtir parce qu'il ne peut pas y avoir partout une bonne distribution du vital, de l'énergie vitale. Et donc là, ça va être les fonctions digestives qui vont en pâtir, et sur le moment, et sur le moyen terme, parce que si on ne digère pas bien sur le moment, il va y avoir des conséquences dans les heures qui suivent, mais aussi dans les jours qui suivent. Ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'AMA, la génération de toxines se fait principalement dans les mauvaises digestions ou dans ce qu'on est en train de digérer, qui n'est pas fait correctement. Donc, dans le long terme, il y a des conséquences. Donc, on ne peut pas tout faire en permanence. Et c'est vrai que dans le modèle un petit peu, on va dire, je dis toujours un peu le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire de manger un sandwich devant l'ordinateur, de manger en même temps que de traiter du travail, voilà, ça c'est une mauvaise combinaison qui a des conséquences. Ouais.
soit sur le travail, soit personnellement sur son digestif et sur sa santé. Et donc, d'autres causes des déséquilibres. Vous savez que notre corps, s'il n'est pas sollicité, on considère que certaines fonctions ne sont plus nécessaires. Donc, je donne un exemple. Donc, si on reste statique devant son ordinateur pendant des heures, en fait, peut-être pas immédiatement, mais sur le long terme, en fait, notre masse musculaire et notre élasticité musculaire fond. Et donc, en fait, même les tendons, qui sont des élongations des muscles qui se rattachent aux os, eux se sentent plus, entre guillemets, utiles. Et donc, ils sont moins élastiques, ils sont plus fins. Et en fait, quand on m'explique théoriquement la chose, oui, je me dis, bon, alors c'est sur le long terme. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont des ruptures de tendons d'Achille ou, voilà, ou d'autres tendons. Et là, je fais le rapport avec ce que j'ai appris en Ayurveda et je me dis, c'est tellement facile de le prévenir juste parce qu'ils prennent conscience de comment prévenir. Donc, et en fait, ces tendons vont plus fins sur un choc banal. Eh bien, vont se rompre et puis après, c'est des conséquences quand même très importantes d'arrêt maladie, d'opération, etc. C'est voilà, pour avoir aussi un exemple, effectivement, si un muscle n'est pas sollicité, il ne va pas appeler à la régénération. C'est-à-dire que les feux digestifs et les feux, les Dhatu Agni, qui sont utiles pour régénérer une partie, ne vont pas être activés. Donc il va y avoir une fonte musculaire comme si on était dans le plâtre. Si quelqu'un reste assis 8 heures par jour pendant plusieurs jours, effectivement il y a des muscles qui ne sont plus régénérés parce qu'ils n'ont plus d'utilité pour le corps. Et un petit peu comme un effet de chaîne, les Dhatu Agni correspondants ne vont pas être exercés, vont s'éteindre et ne vont pas aller piocher les nutriments qui vont régénérer les muscles. Donc il y a une rupture de chaîne à un moment donné. Et de ce fait-là, effectivement, dans un effet moyen terme, les tendons, pour revenir sur les tendons qui n'auront pas été en étirement, naturellement, ils se raccourcissent. Tout le monde a fait un jour l'expérience personnelle ou a vu une expérience chez quelqu'un, un membre immobilisé par un plâtre, par une rupture, par une cassure. Il faut qu'il y ait des exercices kinés derrière. Il faut qu'il y ait à nouveau des étirements de tendons pour qu'à nouveau, il soit à nouveau élastique correctement. Mais si dans un délai moyen ce n'est pas fait, le tendon naturellement se recroqueville. Donc il faut en permanence penser que 8 heures par jour dans la même position, ce n'est pas une position pour le corps humain. On a des articulations, on a des muscles, on a des tendons. Ils ont besoin d'être éprouvés plusieurs fois par jour pour faire appel à la régénération. Une des conséquences d'une ossature qui se décalcifie et de problèmes au niveau des jointures, c'est le cartilage qui s'en va. Et le cartilage, il se refait s'il est sollicité. S'il n'est pas sollicité, il se dégénère aussi. Voilà, aussi, vous avez une augmentation de Vata, vous l'entendez parce que quand vous pliez les genoux, par exemple, ça va faire des craquements. Voilà, ça c'est des dessèchements qui se font dans les jointures. Donc c'est pas non plus rédhibitoire, on peut travailler dessus, justement, c'est la troisième partie. Donc, oui, voilà, ça c'est tout, il y a les effets, les conséquences et comment y remédier. Exactement, et c'est parce que le monde actuel n'est pas encore assez irrigué par l'Ayurveda que les RH, tout le monde qui est censé s'occuper justement de prévenir, ne voyant pas de solution, n'évoque pas le problème. Sauf que c'est pas parce qu'on n'évoque pas les problèmes qu'ils n'existent pas. Donc je pense que toutes les personnes qui sont formées à l'Ayurveda ont une sorte de responsabilité, une fois que l'on est au courant, pour soi mettre en œuvre et puis
de diffuser parce que heureusement quand même on voit beaucoup l'Asie arrive à le bien-être physique et mental venant d'Asie. C'est-à-dire que l'Ayurveda, c'est pas une science figée pour des yogis, des rishis, il y a 3000 ans, dans les montagnes. Hein. L'Ayurveda, c'est une science vivante et qui s'adapte aussi à là où on vit et aussi au monde actuel. Hein. Voilà. Donc il y a des bases, il y a des connaissances qui sont immuables sur les fonctionnements de l'univers, sur les fonctionnements de l'être humain, du corps humain, et donc à partir de ces bases-là, selon là où on vit, selon dans l'époque où on vit, il y a des adaptations qui sont faites. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'on n'est pas... le monde du travail n'est pas à fuir parce qu'on considère que ce n'est pas un mode de vie ayurvédique. Je pense que ce qui est vraiment courageux, c'est justement d'apporter, de demander au monde du travail de s'adapter, parce que c'est nous qui sommes la pierre vivante, c'est nous qui sommes les compétences, et c'est pas le travail qui doit nous formater, voire nous désagréger, c'est l'inverse. Donc on a des entreprises qui prennent de plus en plus soin du bien-être des employés, qui cherchent à avoir une salle de yoga, des choses comme ça. Donc pour retenir les employés, normalement, il faut essayer d'aller encore plus loin, d'adapter les rythmes, de veiller à la particularité. Alors, si en plus l'entreprise arrivait à reconnaître les constitutions de naissance et puis adapter en fait les postes en fonction des gens et veiller à ce que les équipes aussi soient cohérentes de ce côté-là, ou aussi être attentive à la phase dans laquelle la personne est. Donc tout ça peut beaucoup améliorer les choses. Donc, à l'heure actuelle, j'essaie encore de lister les causes d'éventuels déséquilibres. Donc on parle beaucoup des écrans, de la lumière bleue des écrans, il ne faut pas regarder trop tard le soir parce qu'ensuite on va avoir du mal à s'endormir. Ce qui crée aussi le fait de ne pas cligner quand on est devant son écran, on cligne moins des yeux, donc on peut avoir une sécheresse des yeux. En termes de management, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Donc c'est toujours faire plus, mais en ayant toujours moins de moyens, des choses comme ça. C'est des choses qu'il faut repérer en fait pour ne pas rentrer dans des schémas qui sont nocifs. Voilà, donc il y a surtout aussi un enchaînement peut-être de projets, un enchaînement de crises, etc. Et sans qu'il y ait du temps pour se récupérer. Donc autant la nature, elle a les saisons, voilà, et nous on exigeait toujours plus et empiler, ben en fait sur le long terme on va pas tenir. Alors l'entreprise parfois elle s'en sort avec un turnover fort, voilà. Mais après ça c'est des choses qui de plus en plus vont être visibles avec les sites internet, les employés qui se passent le mot, les sites qui notent finalement les employeurs. Bon, et donc, on parlait surtout de déséquilibres qui sont des micro-déséquilibres récurrents chroniques. Et c'est ça qui vient à bout de notre résistance. Il y a aussi les chocs en fait en entreprise, quand on apprend une réorganisation, un rachat, etc., des choses comme ça. Il faut arriver à, entre guillemets, se désolidariser de l'image. Ça, c'est un peu une question de l'ego qu'on s'était forgé dans une équipe, et puis arriver à prendre un autre rôle, c'est pas toujours évident. Et enfin voilà, ça c'est un gros travail sur soi-même pour se dire, moi je peux peut-être contribuer d'une autre manière. Et voilà. Donc ça, c'est aussi des causes de déstabilisation, donc de déséquilibre des doshas. Moi, j'ai résumé plutôt dans les effets sur Vata et Pitta. Peut-être que tu peux réexpliquer pour les gens Vata et Pitta. Alors ça, c'est les humeurs biologiques. Est-ce que vous maintenant, au fur et à mesure de la journée, vous avez pris connaissance de ce qu'était le Vata, Pitta et Kapha? Je refais des explications, ça va. Ça va maintenant, c'est assez facilement des lectures que l'on a au début qu'on s'intéresse à l'Ayurveda. Donc par exemple, les effets de toutes les causes qui ont été citées, ça peut être une baisse de la concentration. Donc ça veut dire que Vata
est en excès. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une montée en puissance dans le système nerveux, de l'excitabilité nerveuse du fait d'avoir des stimuli, que ce soit auditifs, visuels, sur un rythme très élevé tout au long de la journée, jusqu'à un point de saturation où il va y avoir un décrochage. C'est un peu comme l'effet de Larsen. On est sur le domaine du Vata qui monte en excitabilité dans le système nerveux et à un moment donné, selon chacun, on a son point de rupture et on va décrocher et on ne va plus analyser, on ne va plus comprendre. On a besoin que le système nerveux fasse sa phase de récupération avant de pouvoir se relancer à nouveau, à pouvoir écouter, analyser correctement. Exactement. Donc par exemple aussi, quand on est au paroxysme, Pitta est trop en excès, on a des gens qui sont irritables. En fait, ils vont prendre un mot mal et partir dans une interprétation et la colère. Comme ça, on a souvent vu ça. Même on peut en être soi-même victime tout en étant parfaitement conscient de ce qui se passe. Même sans être dans les métiers du numérique, est-ce que vous avez déjà eu cette impression qu'après avoir passé 1 heure sur l'ordinateur, vous avez plus facilement l'irritabilité qui vient, le phénomène d'avoir une exacerbation du visuel, l'œil étant un organe Pitta, du fait d'être dans la créativité, l'adaptabilité aux informations qui sont en permanence à être passées, augmente ce qui est notre dosha Pitta. Et donc vient à un moment donné le déséquilibre, et un des aspects dans un déséquilibre de ce qui est le Pitta, c'est l'irritabilité, la colère. Et on le voit beaucoup dans l'utilisation du moyen des ordinateurs, puisque à la fois il y a l'exacerbation du visuel, du système nerveux, tout en étant statique. Et à un moment donné, l'humeur feu, l'humeur Pitta, se met en déséquilibre, ce qui crée une sorte d'animosité alors qu'on est statique, normalement. Mais se réveille en nous le déséquilibre dans le Pitta. C'est ça. Donc, quand vous prendrez des cours sur le diagnostic ayurvédique, qui vous permet d'observer donc, la phase où en est la personne, sa vikruti, vous allez avoir plusieurs signes. Et ça, c'est très intéressant pour soi-même et pour voir aussi chez ses collègues. Il y a plein de petits indices. Par exemple, ça peut être la perte de cheveux ou que les cheveux deviennent plus gris plus vite. Ça veut dire qu'il y a du stress. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut être aussi génétique, mais bon. Après, sur les ongles aussi, vous pouvez observer s'il y a une bonne digestion ou pas. Les ongles qui ont des petites lignes, ça veut dire qu'en fait, progressivement, il est sous-nourri à certains endroits. Donc en fait, ça en dit long sur ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez aussi regarder un peu si le blanc de l'œil est bien blanc, bien vif ou pas. Si par exemple c'est un peu jaune, il y a peut-être trop de pitta chez cette personne. Donc peut-être vous allez dire, bon, il faut faire attention, peut-être que cette personne va s'énerver plus vite qu'une autre. Vous pouvez observer aussi si les gens transpirent, par exemple, facilement. Si dès le matin il y a des auréoles sous leur chemise, c'est possible que ce soit quelqu'un Pitta, ou alors que c'est quelqu'un qui vient pourrir, mais il peut y avoir la langue. Parfois, quand les gens rigolent, on se rend compte en fait s'ils ont la langue rose ou s'ils ont un voile blanc qui montre qu'ils ont un peu d'ama. Donc ça veut dire que peut-être c'est pas forcément qu'il y a une chronicité d'une mauvaise digestion, mais en tout cas à ce moment-là cette personne a peut-être un problème de digestion. Souvent ça on leur perd naturellement, c'est l'haleine aussi des gens. Vous pouvez pas forcément, vous travaillez pas à 50 cm des gens, mais même en travaillant sur un même ordinateur, on se rend compte aussi. Et ça c'est des signaux en fait, les odeurs corporelles, l'haleine, etc. En toute bienveillance, on peut se rendre compte de comment va la personne. Donc ça, c'est pour les éléments physiologiques, donc les effets physiologiques qui se constatent et qui permettent de se dire il faut prendre les choses en charge.
Et puis après, au niveau du mental, vous pouvez vous observer vous-même ou les autres. Donc déjà, par rapport à vos propres pensées, est-ce que vous êtes dans un tourbillon de pensée? À certains moments, on peut avoir tellement de choses en tête en fin de journée que, en fait, les pensées sont anarchiques. On ne les contrôle pas. Elles viennent à nous. Là, on fait l'expérience typique de l'excès Vata. Hein. Vata, on a cette information-là en Ayurveda que quand on est en excès, on va tout commencer et rien finir. Ça, c'est des signaux. Et même au niveau des pensées, on va commencer un déroulement de pensée, mais on ne va pas jusqu'au bout. On est déjà sur une autre idée. Et ça, c'est une forme de déséquilibre dans le Vata. Donc quand on connaît, ça c'est l'intérêt en fait de faire par le biais de lecture de l'Ayurveda tout l'univers du travail et même sur soi-même au moment de la journée de son travail, où est-ce qu'on en est. Quand on commence à repérer voilà, ces signaux que l'on connaît en Ayurveda, on sait que là, il vaut mieux aller faire une pause parce qu'on est en train d'être dans un excès Vata qui va aboutir sur ce côté très anarchique et donc non productif. Alors, l'excès Vata aussi peut se traduire par une logorée. Des gens qui continuent à parler, et en fait on sent bien qu'ils ne contrôlent pas leur discours, ils ne savent pas vraiment où ils veulent aller. Vous pouvez avoir des gens qui ont déjà une prakriti, donc une constitution de naissance Pitta, mais qui sous l'effet du stress ou d'un management qui leur demande des résultats immédiats, voilà, irréalistes, tout ça, qui deviennent un peu des tyrans quoi, dans le style Pitta, comme un peu a expliqué Yannick ce matin. Voilà, ils sont très organisés, très bien, et tout le monde doit être pareil à leur rythme, sauf qu'il y a des gens qui sont capables, qui ont plus de temps, et puis justement en plus pour eux c'est juste pas le moment parce qu'ils ont un problème familial, etc., etc. Donc en fait, dissonance totale. L'importance d'analyser ces interactions humaines, ayant en background ces analyses de la prakriti, de la constitution de naissance, et aussi de la vrikuti. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'évidemment, si Pitta augmente, il peut y avoir des colères, mais ces colères, attention, parfois, elles ne sont pas exprimées. Alors ça, quand ça se retourne contre la personne, puisque la personne est polie, la personne n'extériorise pas, elle ne se venge pas sur les autres, et si sa colère se retourne contre elle, ça peut donner des maladies d'inflammation, donc des maladies de peau, comme l'eczéma, le psoriasis, ça peut donner aussi des maladies auto-immunes quand ça va très loin. Ouais, ça va très loin. Les plus courantes, va être les effets d'aigreur d'estomac, mauvaise digestion, brûlure d'estomac. Ça, c'est déjà les premiers. Hein, c'est les premiers stades que le pitta qui se met en excédent est mal dirigé, et au lieu que les effets émotionnels soient extériorisés à un moment donné, il y a un effet d'inversion, ça reste contenu et ça se transforme, ça se somatise. Hein, donc ça va être le corps qui va prendre le côté de l'émotionnel et va s'enflammer. Donc il y a une somatisation qui va se faire. Le premier stade, généralement, c'est les problèmes digestifs, l'acidité, l'inflammation au niveau de l'estomac. Voilà, c'est les premiers stades. Et après, ça peut évoluer au fur et à mesure. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut changer de job pour changer de job. Comme j'ai déjà dit, il faut plutôt faire évoluer les conditions de travail. Si on aime un job, on ne l'a pas fait par hasard. Par contre, il faut repérer bien les facteurs irritants. Les facteurs irritants ou les conditions de travail qui ont changé et qui ne conviennent plus. Et puis, essayer de les réadapter, de le faire savoir, de jouer avec ces conditions, pas forcément de faire un saut, parce que fuir, et peut-être sans avoir analysé ces facteurs irritants, peut amener à retomber sur les mêmes facteurs irritants. Alors parfois les gens sont contents parce qu'ils ont fait un bon salaire, mais si en fait en qualité de vie ils ont retrouvé soit l'équivalent soit pire, 2 ans plus tard, voilà, s'ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes, ils refont un autre bond dans une autre entreprise, et puis en fait ça n'arrive pas, ça n'amène pas à grand chose. Alors maintenant on dit stop et on dit l'Ayurveda a des solutions. Justement, ça c'est ce qui est intéressant quand il y a des ruptures dans le milieu du travail.
hein, quand on est dans des phases de changement de travail ou dans la même société et qu'on reste, il y a un moment de dissonance hein, par rapport à son activité professionnelle ou des changements à l'intérieur. C'est le moment justement où, par le biais de la lecture de l'Ayurveda, on peut faire un peu cette analyse. Qu'est-ce que je suis dans ma prakriti? Pourquoi ça ne marche pas? Ou vers quoi je peux évoluer? Mieux se connaître, hein, ça permet de ces effets de développement personnel, mais au lieu de l'Ayurveda aussi, hein, mieux connaître sa prakriti, ça va permettre de mieux savoir vers quoi je peux me diriger pour ne plus être soumis à quelque chose dans lequel je vais me forcer et être à côté, hein, mais plus en accord avec ce que je suis pour justement être plus en phase dans la durée. Oui, c'est très important, la longévité. Bah, déjà pour nous, je crois qu'on est les premiers intéressés à notre longévité. Moi, j'ai une arrière-grand-mère qui est morte à 113 ans. Et ma grand-mère à 106 ans. Alors j'espère tenir longtemps. Hein. Non mais donc c'est pour dire que la longévité, c'est vital. Et après, c'est aussi la longévité dans un métier. Parce que nos métiers demandent aussi une capitalisation. C'est-à-dire que si on a travaillé déjà un certain nombre d'années dans un métier, c'est quand même dommage que juste à cause de conditions de travail inadaptées, on ne renforce pas cette expertise, cette expérience, cette spécialisation et qu'on ne continue pas dans un domaine. Donc, en fait, on peut déjà rappeler qu'est-ce que la Dinacharya, sauf si ça a déjà été présenté. Je ne sais pas, vous l'avez déjà entendu, Dinacharya. Dinacharya, en fait, c'est le rituel un petit peu du matin surtout, hein, mais qui peut s'étaler sur à d'autres moments de la journée. C'est déjà un premier pas sur un peu mettre en action pour soi de la considération et aussi de l'entretien. Voilà. Donc Dinacharya, ça commence le matin, ça veut dire ça rythme déjà son heure de réveil pour pouvoir avoir un temps suffisant de yoga, de santé aussi, hein, d'entretien corporel avant de sortir de chez soi. Donc le Dinacharya, ça va apporter, et ça il faut voir après, selon la condition de chacun, c'est-à-dire la prakriti, hein, qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre en place en termes de massage ayurvédique, de temps de yoga, hein, et quel type de yoga aussi, hein, et aussi des hygiènes corporelles comme le fameux gratte-langue, hein, où on va enlever la pellicule d'ama qui se met sur la langue. Ça va être aussi qu'est-ce qu'on prend aussi pour le petit déjeuner. Tout ça, ça rythme le Dinacharya, c'est-à-dire les rituels du matin. Et ça, c'est très important parce que c'est un démarrage de se prendre en considération et d'entretien de santé. C'est tout un tas de petites choses du matin qui va permettre de repérer sur un moyen terme, avec les lectures de l'Ayurveda, quel est son niveau de santé et qu'est-ce qui va influencer sur la digestion qui aura eu lieu tout au long de la nuit, hein, qui vient du repas précédent, hein, et de savoir un peu mieux se connaître. Oui. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Dinacharya, ça c'est un cours en soi. Oui, voilà, ça c'est un cours en soi. C'est une chose un petit peu. Donc on peut quand même dire que ce qui est important, c'est toujours en prévention, c'est de garder bien son sommeil, d'avoir une activité physique, qui peut être le yoga, de suivre une alimentation, et une alimentation adaptée à notre constitution de naissance. Donc ça, c'est un cours aussi qui est l'alimentation, la diététique, c'est un cours costaud hein, dans l'école. Et puis après, il y a ces gestes quotidiens, effectivement, qui permettent un équilibre au quotidien. Donc nous, on était en train de parler quand même de déséquilibre avéré, que l'on peut essayer de prévenir ou de remédier. Par exemple, je donne un exemple. On dit que les yeux sont sursollicités. L'Ayurveda propose des soins spécifiques pour les yeux, qui consistent à faire des petites bassines avec de la pâte de pois chiche et au milieu de mettre du ghee tiède.
Okay, donc il est souvent médicalisé spécifiquement pour les yeux. Et donc pendant 1 heure, en fait, l'œil il baigne dans un petit bain de beurre clarifié médicalisé. Et alors que moi je l'ai fait, hein, alors que j'étais pas maquillée, pendant 2 heures, j'ai pleuré. En fait, mon œil se libérait de plein de microparticules, peut-être même de nanoparticules de maquillage. Je ne me rendais pas compte. En fait, je suis allée bien démaquiller, prendre le soin. J'ai eu ça pendant 1 heure. Ça n'a pas piqué, c'était agréable, c'était bien. Et après, par contre, l'œil, il s'est nettoyé. Et pourtant, j'avais l'impression, avant le soin, que j'avais déjà l'œil blanc. Hein, qu'il n'y avait pas du gris de maquillage dans mon blanc d'œil. Hein. Et ben si, en fait, il y avait plein de particules. Donc ça, je l'ai fait, je ne sais plus, il y a peut-être au moins 3 ans. Et je sais que je le referai. Parce qu'on ne se rend pas compte avec la pollution, avec le maquillage, etc. Voilà. C'était ça pendant 1 heure? Oui, c'était pendant 1 heure la position du... C'est œil ouvert. Au début, c'était un peu fermé, puis après, naturellement, en fait, tu laisses un peu ouvrir. Et je me souviens plus trop, c'est pas œil grand ouvert comme ça, mais c'est une fois que c'est rentré, en fait, une fois que l'aiguille est rentrée, l'idée c'est quand même de lubrifier l'œil, hein, donc effectivement on ouvre l'œil à un moment donné pour justement permettre que le gui puisse venir vraiment s'insérer le plus profondément possible et partout. Et donc c'est un soin qui est pratiqué pour nettoyer, pour surlubrifier, bien sûr, hein, l'œil, pour aussi activer les glandes lacrymales, pour justement permettre qu'il y ait cet effet de nettoyage qui s'opère ensuite. Donc, un peu comme je vous expliquais par rapport au principe de Panchakarma, ce soin-là peut être pratiqué avec, bien sûr, du beurre clarifié généralement, avec des plantes aussi qui sont préparées dans ce beurre clarifié-là. Et ça va venir, par cet effet de surlubrification, décoller les toxines et les amas qui sont au niveau de l'orbite, hein, et de l'œil lui-même. Et ensuite, permettre que, puisqu'elles sont rendues mobiles, puissent être évacuées naturellement. Il y a aussi le nasya qui est très... Oui. On ne peut pas faire ce soin soi-même. Si, vous pouvez, par exemple, le soir, enfin, ça ne donnera pas le même effet, mais si vous voulez, par exemple, le soir, imaginons, vous considérez que le chauffage est un peu asséchant pour vos yeux, rien ne vous interdit le soir d'appliquer un peu de ghee avec les mains très très propres sur votre œil, vous ouvrez un tout petit peu l'œil, il va fondre naturellement, et de ce fait, le matin, vous n'aurez pas les yeux qui collent trop. Voilà. Mais voilà, c'est pas le même effet que si c'est du ghee médicalisé prévu spécifiquement pour le nitratarpano, le soin des yeux. Voilà. Après, il y a le nasya. Le nasya, donc on se met un petit peu la tête en dehors de son lit, juste pour avoir un petit angle, que la narine soit un tout petit peu à 45 degrés de l'horizontale. De ce fait, avec une pipette, par exemple, un goutte, oui, ou comme pour le Provinel, ou des choses comme ça qui sont faites pour le nez, vous ouvrez la petite bouteille plastique, vous mettez dedans un peu d'huile de sésame, mélangez un peu de brahmi. Brahmi, c'est une plante indienne qui est spécialement bonne pour renforcer le système nerveux. Donc justement, si vous êtes dans des phases où vous allez devoir solliciter votre système nerveux, vous savez qu'il va falloir bien réfléchir, prendre les bonnes décisions, il va falloir être 100% aware dès le matin, hop, ok, vous mettez quelques gouttes de ce mélange, huile de sésame, huile de brahmi, et le lendemain, vous aurez les pensées claires au réveil. Vous n'aurez pas un peu un temps de latence, vasouillard, voilà. C'est le soir ou le matin? Vous le faites le soir. Ah oui, d'accord. Oui, parce que ça permet au fait qu'il y ait quelques gouttes qui s'écoulent du nez et que ça ne pose pas de soucis. Par contre, vous mettez une serviette un peu foncée sur votre oreiller pour ne pas tacher. Ce que j'aime bien faire... Ce nasya-là, c'est un nasya pour nourrir. Il y a des nasyas, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le Panchakarma, qui sont utilisés pour dégorger, pour libérer les sinus, hein, des amas. Ce nasya-là, il est fait pour justement la partie régénération. Donc on le fait avec de l'huile de sésame et brahmi, on le fait même avec du ghee aussi, ça peut être fait. Et ça vient renourrir toute la partie des sinus, mais par imprégnation, jour après jour, ça vient plus profondément.
Et le Brahmi, le Bacopa Mioretti, aide pour particulièrement le système nerveux au niveau cérébral. C'est pour ça qu'on l'utilise plus facilement. Et ça peut être le sésame avec le brahmi, ça peut être utilisé sur 7 jours consécutifs, 7 soirs consécutifs ou 7 Voilà, le point où on va voir un effet de trop plein, justement, ça va être que il y a beaucoup d'écoulement qui va venir tout au long de la journée, plusieurs fois dans la journée. Là, ça veut dire c'est le point de saturation, c'est-à-dire que vraiment, au niveau des sinus, tout est très bien nourri et il commence à y avoir du rejet. Donc là, à partir de là, on arrête de le faire quotidiennement. On ne va pas aller plus loin. Ça, c'est le point, le signal, que tout est bien nourri et il commence à y avoir trop, donc ça fait une phase un peu kapha et les sinus vont vouloir rejeter au contraire. Donc il y a des écoulements plusieurs fois dans la journée qui se mettent. Vous avez aussi, comme je dirais, surface d'interaction avec le système nerveux et le cerveau, c'est quand même le crâne. Et vous verrez que si vous appliquez, par exemple, le week-end, un mélange de sésame et de brahmi, le crâne, en fait, boit. Vous serez étonné, surtout dans les premiers temps, en fait, il absorbe, parce qu'il a besoin, comme une terre asséchée, a besoin d'eau. Et même, il y aura des micro-phénomènes, des micro-sensations au niveau du cerveau, et comme des... Un peu un phénomène aussi, quand on voit la terre qui boit l'eau, on entend. Si vous avez déjà eu cette expérience à la campagne, une terre qui est très asséchée, on lui met de l'eau dessus, il y a des sons qui se font parce qu'en fait il y a une réhydratation et le phénomène de choc qui se fait à ce moment-là fait émettre un peu comme des sons de bulles, comme ça. Exactement. Et par exemple, les premières fois que vous ferez cette application, vous allez avoir besoin beaucoup plus du mélange. Et ensuite, vous aurez beaucoup moins besoin. Ça boira moins, parce que ça sera réoléifié. Ce qui est aussi positif pour le cheveu, c'est pas seulement pour le système. J'espère. Je pourrai après. Alors, aussi, il y a une plante qui est bénéfique, on m'a dit, pour éliminer les toxines naturelles du cerveau, c'est l'ashwagandha. Ashwagandha aussi, ça c'est vrai que c'est une plante, comme on dit, un peu adaptogène, c'est-à-dire qu'elle est utilisée autant comme un tonique que comme une plante qui va aider au repos. Et donc particulièrement pour le système nerveux, elle aide à équilibrer les fonctions de tonicité ou au contraire de régulateur et de détente. Vous avez aussi comme plante que vous pouvez prendre en interne dans la marque Ayurveda, c'est des produits bio et qui sont autorisés en France, fabriqués en France, le Kapikachu ou Mucuna pruriens. Le Vatcha aussi est un brain tonic. Oui, aussi, ouais. Par rapport au Mucuna, la particularité c'est que c'est un précurseur de la dopamine. Donc au niveau du cerveau, ça va activer des fonctions qui aident à tout ce qui est le système neuronal. Donc on l'utilise aussi pour des maladies comme Parkinson, Alzheimer, pour aller réactiver toutes ces fonctions cérébrales qui se mettent en route avec la dopamine. Et aussi, sans être des pathologies comme ça, c'est renforcer un peu la dopamine à certains moments de l'année. Ça peut être intéressant quand on sent des effets dépressifs. Le cerveau va manquer de l'activité. Ce que je voulais ajouter, donc on a regardé un peu en externe avec les yeux, le nasien, le crâne. On a parlé en interne de quelques plantes ayurvédiques majeures pour nous soutenir dans notre travail. Je peux aussi ajouter des choses incontournables. Je dirais en Ayurveda, le massage à l'huile de sésame, l'automassage à l'huile de sésame, le fait de cuisiner avec du ghee, aussi du curcuma.
Oui, ça c'est des épices. Mais ça, c'est des choses de base. Donc en fait, j'essaye d'aller à ce qui est vraiment important, je dirais, pour l'équilibre au travail. Arriver à se recentrer en maîtrisant son souffle. Donc quand vous êtes en stress, avoir des techniques. Ça peut être des mudras, ça peut être, vous connaissez les mudras, des gestes qui rééquilibrants. Vous avez donc des techniques, par exemple, de respiration alternée, des narines, pour vous recentrer. On dit en méditation que vraiment fermer les yeux, c'est super important en fait. Dès que vous avez les yeux ouverts, vous êtes en vigilance. Et donc si vous avez besoin de retourner vers vous-même, vers un équilibre intérieur, il faut absolument arriver à trouver un endroit ou même vous autoriser devant l'ordinateur à fermer les yeux. C'est pas ridicule en fait, ça veut dire que vous avez une vraie conscience de vous-même. Je recommande vivement le soin du Shirodhara. C'est le soin royal pour le mental. C'est donc la stimulation du troisième œil. En fait, le Shirodhara, comme je disais, c'est la fameuse huile qui coule sur le front. Et donc ça aide à ralentir tout ce qui est ce qu'on appelle en Ayurveda le pranavata, qui est une forme d'excitabilité qui est exacerbée au niveau du cerveau et du haut du corps, comme ça. Donc le Shirodhara aide à réguler et à calmer le niveau d'excitabilité du pranavata, donc de cette zone-là. Donc effectivement, dans des univers et des métiers qui sont de plus en plus devant l'ordinateur, où c'est beaucoup la sphère cérébrale qui travaille avec ce qui est visuel et auditif, voilà, cette zone-là étant toujours en excitabilité longtemps, cet outil-là du Shirodhara aide à favoriser l'inverse, c'est-à-dire à calmer, à lubrifier, à calmer toute cette zone-là pour ralentir. Ça, c'est un peu compliqué à faire soi-même. Il faut aller chez un praticien du Shirodhara qui vous prépare en 15 minutes avec un massage du crâne, déjà à recevoir ce soin. Il faut vous attendre à avoir des évolutions profondes, intérieures, quand vous commencez à recevoir ce soin. Il peut y avoir des manifestations, voilà, c'est vrai, un peu étrange, des fois des sensations corporelles qui réapparaissent, puisqu'il y a un effet de contraste, et donc ça fait des fois des choses à se réadapter à des sensations autres. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut très bien activer certaines zones du cerveau en fait. Donc, il y a un effet de balancier qui est fait souvent, selon certaines écoles, hein. Soit il y a des balanciers, soit c'est un point fixe. Et l'effet de balancier, le fait qu'on soit légèrement en attention, fait un système de cerveau droit, cerveau gauche. Hein. Attention sur cerveau droit, attention sur cerveau gauche. Donc ce qui fait cet effet d'équilibrage. Voilà, et en fait, les changements peuvent prendre plusieurs années. C'est quelque chose qui ouvre des perspectives très très intéressantes. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Pour l'équilibre au travail, de toute façon, ce qui est une base, c'est de bien connaître sa prakriti, sa constitution de naissance, et d'essayer d'avoir une activité professionnelle qui soit le plus en accord avec ce pourquoi on est fait. Mais après, l'activité, elle peut être faite dans des conditions aussi, avec des outils numériques qui induisent du stress. Donc c'est pour ça que je reviens clore le tour. Salut Charlotte. Je reviens à comment... bien la porte. Ouais, comment aussi influencer son environnement de travail, parce que vous avez un pouvoir sur quelles sont les conditions de travail que vous acceptez et que vous pouvez aussi aider les autres à accepter ou ne pas accepter. Donc par rapport au rythme, faire en sorte qu'il y ait plus de tolérance sur les pauses, etc., que ce soit au moment opportun pour un tel ou une telle, qu'il y ait plus de salles de soins, de salles de yoga, qui est plus d'échanges, de partage, d'entraide, donc avec des formateurs en soft skills. Ça se développe à Station F, il y a
les stations F ou l'école 42, tout le monde essaye de maintenant dire dans le numérique, on va ajouter des soft skills. Donc ça veut dire être dans la bienveillance, l'altruisme, la compassion. Et plus les gens se sentent bien, plus ils vont donner en fait au-delà de ce qui est attendu. Finalement, faire une liste de choses attendues, c'est ridicule, puisque les gens ont beaucoup plus à apporter que juste une liste. Et donc, voilà, après, être aussi dans des environnements, alors ça, c'est vrai que la nouvelle mode, c'est quand même beaucoup d'espace, alors très lumineux, etc., mais pas forcément penser à aérer avec du vrai oxygène, etc., pas de la rue, mais qui est éventuellement des plantes, quelque chose. Respecter le silence, la concentration des autres, etc., et toujours être exigeant sur l'alimentation, mais l'alimentation justement adaptée par rapport à sa constitution de naissance, voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite de bien mettre en œuvre, et puis demain, j'aimerais bien que vous me disiez, et aussi à Fabien, qu'est-ce que vous avez pu pratiquer derrière, quoi. Ok, voilà. Merci. Avec plaisir. Qui est-ce qui prend après? Ah, c'est Joyce. Ouais. Ok, d'accord. Ça, je me souviens que c'est le soir ou le matin. Ça, c'est le week-end, parce que après, avec l'huile sur les cheveux, c'est mieux que ce soit le week-end, et le mieux, c'est samedi soir. Ouais. Vendredi soir, pour avoir le temps de faire son changement. Et tu le laisses pendant tout le week-end? Moi, je laisse, si c'est de l'huile sésame bio, plus du brownie que j'ai acheté, là, je vais apporter une bouteille pour vous montrer, tu vois, c'est celui-là. Ça, c'est pas désagréable. Ça me laisse. Et tu peux mettre de... Ah, Ouais, ouais. parce que si... Ah oui, en Tu peux mettre aussi la poudre, le brownie dans... Mais ça, c'est bon. Je le laisse souvent alors. Moi, franchement, si je suis sûre de la qualité, ça vient de Ayurveda Kotakal, c'est la qualité. Donc, je suis sûre de la qualité. Mon huile de 16e bio, je suis sûre de la qualité, je laisse toute la nuit. D'accord? Par contre, d'autres huiles qui font les cheveux beaux, que j'utilise, je les mets 2 heures. Je ne les laisse pas pénétrer dans mon pub et dans mon crâne. Ouais, ouais, Parce que c'est arrivé où c'est quoi comme les formulés, ancient formulés, je trouve dans le quartier indien, et ben, il y en a certaines, ok, elles font une bonne fibre capillaire, par contre, je laisse toute la nuit, tu te vois un petit mal de crâne qui est bizarre. Et pourtant, c'est des vraies plantes, mais on ne sait jamais, tu vois. Moi, Kotakal, Aryavadia Kotakal, c'est sur la Norgade bio, ça, la boutique bio. Ils se fournissent auprès de Aryavadia Kotakal, qui est un établissement qui existe depuis des décennies, des siècles, je dirais, en Inde. Ils ont leur propre jardin botanique, ils font leurs propres produits. Tout est hyper authentique. Tu vois, Ça sur internet. ouais, la boutique bio.com, c'est un. Tu la connais? Elle est bien, hein? C'est Ayurveda, c'est ça? Arya, ça s'écrit A-R-Y-A, plus loin V-A-I-D-Y-A, plus loin Sala, S-A-L-A. C'est au Kerala, Aryavadia Kotakal. Donc après, je peux vous raconter un peu ma vie rapidement, si on a un peu de temps. Je suis allée dans un de leurs centres ayurvédiques à Goa, enfin dans le Kerala, donc spécialisé plus pour l'accueil des Européens, enfin occidentaux, donc ils parlaient anglais, c'était très bien. Et j'ai reçu beaucoup de Shirodhara là-bas, vraiment super. Et ça, c'est venu après avoir déjà fait un Panchakarma Basti, et puis aussi avoir fait un Virechana, et là, cette fois, c'était à Mysore, dans le Karnataka. Donc il y a Charlotte qui est partie, qui est allée à Mysore récemment. Elle m'avait demandé évidemment c'était passé, comment faire, comment ils nous reçoivent et tout et tout. Donc le Virechana m'a dégagé de beaucoup de petits problèmes chroniques. Même c'était même pas des petits problèmes, hein, des trucs qui commençaient vraiment, comme a expliqué Fabien, j'étais sur la partie 3, la partie où tu continues, t'es planté, tu peux plus rien faire. J'avais
Bon, c'est un peu gênant d'expliquer tout, mais voilà. En fait, mes organes commencent à souffrir. C'est-à-dire j'ai très mal au rein. Alors après, j'ai compris. Donc, si vous avez trop de stress, ce qu'on appelle le cortisol est sécrété en permanence par vos reins. Au travail, on m'avait demandé 3 jobs en même temps, puis je les avais acceptés. Et donc, le cortisol, enfin, voilà, j'avais des maux de rein, mais à vous bloquer, genre, en fait, j'étais coincée, pliée en deux, comme ça, de mal de rein, certaines fois. Et je me disais, pourvu qu'aujourd'hui, j'ai pas le truc, hein, parce que je dois assurer aujourd'hui. Hein. Voilà, donc heureusement, donc, le Virechana, qui est une purification du haut des intestins et de l'estomac, m'a fait revenir comme un bébé tout neuf. Donc Joyce, quand elle m'a vue, elle m'a dit, mais attends, mais t'es beau, un teint extraordinaire, le blanc des yeux et tout, un truc fou. Donc j'ai pu reprendre en énergie, j'ai repris mon souffle. Mais il m'avait bien dit, ça suffira pas, il faut que tu fasses un basti, d'accord? Donc pour le reste. Donc là, parfait, une fois que j'avais fait le basti, j'étais repartie. J'étais repartie. Donc ça, c'était en 2013. Sur combien de temps là? Sur 3 semaines? Juste l'été, regarde, j'ai fait 10 jours. Non, normalement, j'aurais dû faire 3 semaines, mais j'avais que 10 jours. Ils m'ont pris 10 jours, les Indiens. Ok, ça c'était Virechana, 10 jours. J'ai fait Bastille. J'ai fait Bastille 8 jours. J'étais repartie. J'ai pu assumer mes 3 jobs. J'ai fait ça 3 ans. J'ai énormément appris. Okay. Ensuite, j'ai pris un autre job. C'était en 2015. Je suis quand même retournée en Inde. J'ai fait les Shirodhara. D'accord? J'avais plus trop besoin pour ce qui est physiologique, tout ça, mais j'avais besoin d'être apaisée, tout ça. Et depuis, en fait, j'ai pas vraiment refait le panchakarma. Ben, pourquoi? Ben, parce que je me connais beaucoup mieux. Donc en fait, je préviens avant qu'il y ait des soucis. J'utilise mes petites plantes que je trouve par internet. Je sais que, voilà, comme je suis Vata Pitta, j'ai besoin de chaleur, surtout avec notre temps. Donc voilà, je m'offre le bain chaud, avec des huiles essentielles, de l'huile de sésame, automassage. Il y a énormément de choses en fait que je suis beaucoup plus vigilante quand même. Voilà. Et j'impose aussi mon rythme. Et aussi, si par exemple un manager est trop dans son pitta et machin, je me laisse pas faire. Donc, mais je suis en empathie, c'est-à-dire que je comprends pourquoi lui il est en train de se déséquilibrer. Et je lui dis. Merci. Bon allez, je vais me masser un petit peu. Si vous voulez recevoir un massage du crâne. Je viens. Ah oui, c'est bien.